Bonjour et bienvenue sur le monde de l'hydrobiologie. Aujourd'hui, première vidéo de 2022 et bien évidemment, avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2022 à tous. Bonne santé, que du bonheur, que des bonnes choses. Allez, passons maintenant au sujet de notre vidéo. La qualité des rivières est fondée sur le principe selon lequel, pour un milieu donné, correspond un ensemble particulier d'organismes. C'est la définition d'une biocénose. Et que chaque organisme présente des exigences particulières vis-à-vis de différents facteurs, physiques, biologiques et chimiques. Pour apprécier cette qualité de rivière, différents indices existent pour les eaux douces superficielles selon l'organisme, le type d'organisme que l'on veut étudier. Soit les macrophytes, soit les diatomées, soit les poissons. Mais aujourd'hui, nous, on va s'intéresser aux macro-invertébrés. Alors justement, quels sont ces indices utilisés pour définir la qualité d'une rivière avec les macro-invertébrés? Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'IBGN, l'indice biologique global normalisé. C'est le premier indice qui a été utilisé pour effectuer des suivis sur la qualité des rivières. Cet indice donne une note sur 20 et est calculé à partir de ce tableau, qui est fonction de la variété taxonomique, c'est-à-dire le nombre total de taxons observés sur une station, et le groupe indicateur, c'est-à-dire le groupe le plus sensible, à condition qu'il y ait au minimum 3 ou 10 individus selon les taxons. Après plusieurs années, une évolution de l'IBGN apparaît en 2007. C'est l'IBG-DCE, l'indice biologique global compatible avec la directive cadre sur l'eau. Alors quelles sont les grandes différences entre l'IBGN et l'IBG-DCE? L'échantillonnage et l'identification distinguent des substrats marginaux et dominants. On passe de 8 placettes de prélèvement pour l'IBGN à 12 placettes pour l'IBG-DCE. Et en vain, le niveau de détermination est plus poussé. On va au genre pour la grande majorité des taxons, alors que pour l'IBGN, on s'arrêtait à la famille. Mais le calcul de la note reste le même. On reviendra juste après sur la méthode de prélèvement, mais avant, on va parler du dernier indice, celui qui est actuellement utilisé pour définir la qualité des rivières, c'est l'indice invertébré multimétrique, ou plus communément appelé I2M2. Alors ce qui change avec ce nouvel indice comparé à l'IBGDCE, c'est le traitement des données. Il se distingue par une méthode de calcul qui est cette fois complexe, qui prend en compte 17 familles de pression en lien avec la qualité de l'eau et la dégradation de l'habitat, ainsi que 5 métriques. L'indice de diversité de Shannon-Weaver, qui permet d'évaluer la richesse et la diversité de répartition des taxons, le score moyen par taxon, ou ASPT, qui évalue le niveau de polluosensibilité moyen des populations. Le polyvoltinisme, qui est la fréquence relative des taxons se reproduisant plusieurs fois par an. L'ovoviparité, qui est la fréquence relative des taxons protégeant leur progéniture. Et enfin, la richesse taxonomique, qui évalue la diversité taxonomique du peuplement. Contrairement à la note IBGN ou IBGDCE, celle de l'I2M2 varie de 0 à 1 puisqu'elle est exprimée en EQR, Ecological Quality Ratio, c'est-à-dire une comparaison avec un cours d'eau théorique sans impact. Une note de 1 correspond à un peuplement conforme à celui de référence, alors qu'une note de 0 correspond à un peuplement complètement perturbé. En parallèle de la note I2M2, on retrouve un outil de diagnostic qui est basé sur les traits biologiques des taxons. Il est représenté sous la forme de deux diagrammes radar, comme celui-ci, et permet une identification des pressions probables en lien avec la qualité de l'eau et la qualité de l'habitat. Alors cet outil est un titre indicatif. Il ne constitue pas à 100% une preuve de l'effet d'une pression. Il donne plutôt une indication sur une pression susceptible. Alors le calcul de la note I2M2 étant beaucoup plus complexe, on ne va plus pouvoir l'effectuer à la main. Pour cela, il va falloir se rendre sur le site du système d'évaluation de la qualité des rivières, où un outil spécifique est mis à disposition, ainsi que pour le calcul de l'outil de diagnostic. Je vous mets le lien juste en description. La méthode de prélèvement et d'analyse en laboratoire étant que la même que l'IBG-DCE, on va pouvoir également calculer une note IBG, ce qui va permettre une continuité dans les suivis. Alors intéressons-nous maintenant à la méthode de prélèvement. Ah, salut le héron. Ah, bah, il y en a un autre là qui va passer. Hop, je sais pas si vous allez le voir. J'aurais peut-être pas dû bouger, tiens.
Avant toute chose, il faut savoir quand réaliser notre prélèvement. Le prélèvement doit être réalisé pendant la période d'étiage estivale. Cependant, le prélèvement ne doit pas être réalisé si la turbidité de l'eau ne permet pas de voir le fond de la rivière, si la hauteur d'eau ou la vitesse de courant sont trop importantes, et enfin si un assec est survenu durant les 6 semaines avant le prélèvement ou une crue avant les 15 jours du prélèvement. Alors la première étape va être déjà de localiser notre zone d'étude. Pour cela, la première chose à faire une fois arrivé sur le terrain, ça va être d'estimer visuellement la largeur plein bord, c'est-à-dire la largeur entre les berges, pour définir une zone suffisamment grande qui doit correspondre à 5 ou 6 séquences de faciès type radier-mouille. Je vous renvoie à la vidéo sur l'introduction à l'hydromorphologie, ou justement 30 à 50 fois cette largeur plein bord estimée. Une fois la zone d'étude trouvée, on va cette fois calculer réellement cette largeur plein bord sur 10 transects pour avoir une largeur plein bord moyenne. Avec cette largeur plein bord moyenne, on va pouvoir maintenant calculer notre longueur, la longueur de notre station de prélèvement. Pour cela, pour les cours d'eau inférieurs à 8 mètres de large, la longueur de la station correspondra à 18 fois la largeur plein bord. Pour les cours d'eau moyens, c'est-à-dire entre 8 à 25 mètres de large, ce sera 12 fois. Et enfin, pour les grands cours d'eau, c'est-à-dire plus de 25 mètres de large, ce sera 6 fois cette largeur plein bord. Alors cette longueur est encore une fois indicative, puisque le début et la fin de la station doivent impérativement se trouver sur une limite de faciès, comme par exemple le début d'un radier et la fin d'une mouille. Mais également doit contenir un nombre minimum de séquences de faciès type radier-mouille. 3 pour les petits cours d'eau, 2 pour les cours d'eau moyens et 1 pour les grands cours d'eau. Bien, maintenant qu'on a défini notre station de prélèvement, on va pouvoir passer à la phase d'échantillonnage. Et pour cela, il va falloir cartographier notre station afin de définir les substrats majoritaires, c'est-à-dire les substrats qui vont représenter plus de 5% de la surface mouillée de la station, et les substrats marginaux, c'est-à-dire ceux qui vont représenter au maximum 5% de la surface mouillée. Alors vous allez me demander comment on calcule cette section mouillée. C'est pas compliqué, c'est la longueur totale de la station multipliée par sa largeur. Et pour trouver ce que représente 5% de cette surface, on va faire la section mouillée qu'on vient de calculer, multipliée par 0,05. Alors quels sont les types de substrats qu'on va pouvoir rencontrer? Bryophyte, spermatophyte immergé, chevelure racinaire, litière, galets, gravier, bloc, spermatophyte émergé, sable, vase, limon ou encore dalle. Je crois que j'ai tout cité. Si j'en oublie un, c'est pas grave, parce que je voulais mettre tous à l'écran. Alors voilà l'exemple d'une cartographie d'une station. On a nos substrats dominants, nos substrats marginaux, ainsi que leur pourcentage de recouvrement. Ce pourcentage de recouvrement, il est estimé visuellement. L'étape suivante, ça va être de réaliser notre plan d'échantillonnage afin de prélever dans la phase A 4 prélèvements dans les substrats marginaux, dans la phase B 4 prélèvements dans les substrats dominants en prenant en compte leur ordre d'habitabilité, et dans la phase C 4 prélèvements toujours dans les substrats dominants, mais cette fois en prenant en compte leur pourcentage de recouvrement. Alors commençons par la phase A. Parmi nos substrats marginaux, on a des bryophytes, du chevelure racinaire, des graviers, des spermatophytes émergents et de la dalle. Alors si on prend en compte par ordre d'habitabilité, le premier prélèvement, A1, sera les bryophytes, en B2 le chevelure racinaire, en B3 le gravier et en B4 les spermatophytes émergents. Et du coup, la dalle ne sera pas prélevée sur notre station. Passons maintenant au substrat dominant. Alors, on a des spermatophytes immergés, du galet, des blocs, de la vase et du sable. Donc pour la phase B, on va prélever par ordre d'habitabilité. Donc en B1, on va prélever les galets, en B2 les spermatophytes, en B3 les blocs et enfin en B4 la vase. Passons maintenant à la phase C. Les premières choses à faire, c'est d'enlever 10% du pourcentage de recouvrement pour les substrats dominants qu'on vient de prélever. Une fois cette étape faite, on va dans un premier temps prélever les substrats toujours par ordre d'habilité mais qu'on n'a pas encore prélevé. Donc en C1 ce sera le sable,
À ne pas oublier du coup de lui enlever 10 sur son pourcentage de recouvrement. Et maintenant qu'on a prélevé tous nos substrats dominants, on va passer par ordre de recouvrement. Donc en C2, on passe au galet, on enlève encore 10. En C3, les spermatophytes, on enlève encore 10. Et du coup, en C4, ce sont toujours les galets les plus recouvrants, donc on prélevait à nouveau dans les galets. Ah oui, et j'allais oublier, mais vous avez peut-être remarqué, on va prendre en compte aussi la vitesse de courant, qui va être estimée visuellement. Et pour s'aider, on peut par exemple prendre une feuille ou un bâton à la surface de l'eau. Maintenant qu'on a fait notre plan d'échantillonnage, dernière étape, ça va être d'effectuer le prélèvement. Mais avant ça, on va noter sur notre cartographie qu'on a fait précédemment tous les prélèvements qu'on va effectuer sur la station et à quel endroit. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à prélever dans la rivière et on fera les prélèvements d'aval en amont, en remontant le courant. Alors pour le prélèvement, on va avoir besoin d'un matériel spécifique comme ceci, c'est un filet Zerber. On a un filet aux mailles de 500 microns et une partie délimitée qui représente 1/20 de mètre carré. Alors je ne vais pas vous montrer comment on effectue le prélèvement parce que je n'ai pas de filet Zerber, mais le principe ça va être de poser la partie délimitée sur le substrat qu'on veut prélever. Et selon le substrat, on va soit le peigner à la main, soit le frotter, soit le prélever, notamment pour tout ce qui est gravier, sable, limon, vase ou algues. Mais en aucun cas, on va venir arracher quelque chose, notamment les bryophytes. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir mettre notre prélèvement dans un bocal que l'on étiquetera, de préférence marqué au crayon de papier. Et sur cette étiquette, on marquera comme information le nom du prélèvement, donc C1, A3, etc., la date de prélèvement et aussi le nom de la station. À la fin, vous devriez avoir 12 bocals qui correspondent à vos 12 prélèvements. Donc voilà, notre phase de terrain est finie, mais avant de partir, on va veiller à noter le maximum d'informations sur la station, comme par exemple les coordonnées GPS, le mieux début et fin de la station, décrire l'environnement, la météo, la date, qui a prélevé, etc., etc. L'étape suivante va être le tri et l'analyse de l'échantillon en laboratoire. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Alors si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir, mais également à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, que du bonheur, que des bonnes choses. Ciao ciao!